Bonjour, bienvenue à Hogwarts. Alors, on va refaire le cours sur la même loi et l'autre co-idée. Et donc, ce qu'on va faire, c'est reprendre l'idée en simple, avec ce qu'on a sorti. On repart en dimension 3. Donc, l'idée à la base, c'est qu'on a somme de masse électron plus masse. C'est lequel le deuxième muon plus masse taux sur racine carrée, non. Le pire, c'est qu'il faut que je m'en rappelle, parce qu'à chaque fois, j'oublie. C'est racine carrée de... Bon, là, c'est une norme, hein, donc théoriquement, c'est racine carrée de MO au carré. Attendez, je vais juste vérifier pour pas perdre de temps, parce que ça serait bien qu'il y ait un peu d'arrêt, mais quand même. Un peu. Il peut pas corriger les erreurs. Racine carrée, non, c'est même pas... Voilà. Ok, allez, c'est parti. Bonjour, alors on va repartir sur le cours et on va le faire simple. Alors, on a cette loi-là, comme ça. On a généralisé plus ou moins, qu'on a étudié. Donc maintenant, on va essayer de voir comment ça se résout. Alors, ce truc-là, on l'a considéré. J'ai mis des ln partout, mais est-ce que c'était bien nécessaire? On verra bien. On l'a considéré comme était des carrés partout, par contre, ça c'est sûr. Imaginons qu'on met des carrés partout, des xe au carré. Un truc comme ça, quand même. C'est un truc simple, la con. Maintenant, je fais juste un truc comme ça, rien de plus. Je développe, je passe de l'autre côté, pam pam. Il n'y a pas besoin d'être ingénieux pour trouver ça. Les mecs qui ont utilisé ça, ils ont pensé à ça, c'est une certitude. Même à la limite, s'ils n'en disent pas plus, c'est que c'est étrange. Je veux dire. Ça, il a forcément regardé. Hein. C'est une certitude. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour savoir ça. C'est donc égal à 2/3. Ok, c'est un truc comme ça. Ça est égal, donc ça qui est égal à ça, qui est égal à... Hop, là ça vaut ça. On peut considérer un truc comme ça. On peut tout multiplier par 3, hein, ça sera plus joli. Hein. Donc on a 3 là, 3 qui est parvenu ici. Donc on aura xe au carré, plus x mu au carré, plus xt au carré, qui est égal à moins 4, qui est égal à 4, xe, x mu, plus xe, xt, plus x mu, xt. On a dit que ça, donc c'était une forme quadratique, qui était une matrice, donc 1, 1, 1 et moins 2, moins 2. Hop, c'est simple à voir. Dans le 4, on le fait passer, c'est des moins 4, donc c'est des moins 2. 1, là, on le voit tout de suite, hein, comme ça. Forme quadratique comme ça, que l'on décompose, donc. Quand on la décompose, couper le truc pas très bien, une nouvelle fois. C'est pas très bien à chaque fois. Quand on décompose, donc on la décompose en produit de trucs là. Je vais juste la relire parce que je les connais pas. C'est des trucs franchement simples, c'est vraiment des trucs de basique. Hein. La première c'est on va poser x1 des grands x. Non, ça c'est déjà des grands x. On a déjà des grands x. Hein. On va mettre des petits x alors. Et on va faire xe x1 on va faire et pas xe
x1, on va dire, est égal à xe moins 2x2 moins 2x3 moins 2x mu moins 2xt. C'est un changement de variable. Hein. x2. Si on fait juste le changement de variable x2 plus 2x3 x2 plus 2x3 x mu plus de xt et le dernier x3 qui est donc égal à xt. On va faire ce changement de variable là. On peut même faire mieux que ça. Hein. Bon, ça c'est pas mal. Ça va faire un truc comme ça. Notre truc là, ça c'est la matrice M. Avec la forme quadratique, c'est ça. Ce truc, elle se décompose donc on sait que Q de X, si on dit X, c'est égal à XE, X mu, XT, on sait que Q de X, et donc la forme quadratique qui est comme ça, ça vaut XA au carré. Quels étaient les composants, le cours, notre coup là? Je vous laisse les vérifier. XA au carré moins 3x2, c'est ça, plus 9x3. XA au carré moins 3x2 au carré plus 9x3 au carré. Q de x est égal à XA au carré moins 3x2 au carré plus 3x3. Ok, c'est égal à ça au carré moins 3 ça au carré plus ça plus 9 au carré. Et ça, une fois qu'on a ça, quand on cherche donc le cône isotrope, c'est-à-dire la solution. Hein, la solution qui correspond à ça. Hein. Q de x égale 0. On est d'accord que l'on cherche donc 3x2 au carré, qui est égal à x1 au carré, plus 9x cube, x3 au carré. En cas, il y a des négatifs et des positifs. Donc les négatifs, on les met tous à côté. Comme ça, on a après que des positifs de l'un ou de l'autre. Parce que de toute façon, c'est des carrés. X au carré, comme ça, x au carré plus là, celui-là est positif, celui-là est positif, celui-là est négatif. On passe le négatif de l'autre côté, comme ça, de deux côtés, on n'a que des positifs. C'est valable ici, mais à la dimension supérieure, on pourra faire pareil. Et là, c'est simple, parce que là, comme ça, on fait 3x2 au carré. Et donc, égal à 1 tiers de x1 au carré, plus 9x cube, et 9x3 au carré, je veux dire. Un truc comme ça, s'il n'y a pas d'erreur. Donc, x2, c'est simple, hein, c'est égal à la racine de x1 au carré plus 9x3 au carré sur 3. Et ça c'est x2. x2 c'est la racine de ça. x2 est égal à la racine de ça. Alors c'est un espace solution, on est d'accord? C'est un espace solution. Et ce que l'on sait d'autre dans l'espace solution, ça c'est la première chose que l'on sait. Hein. On sait quand même une autre chose dans l'espace solution qui est simple à trouver. C'est que si Q de x est solution, on sait que Q de lambda x est solution aussi. En gros, Q de lambda x ce sera solution aussi. Si on multiplie lambda ici, lambda ici, lambda ici, on aura que des lambda carrés partout. Parce que c'est un polynôme homogène de degré 2. Donc, ça sera solution aussi. Tant que lambda n'est pas nul. Et si lambda était nul, ça serait Q de 0 égale 0. Et ça c'est bon. Donc si lambda était nul aussi. Donc que lambda soit nul. Et donc après, ça c'est bon. Donc Q de lambda x égale 0, ça on le sait. On peut dire par exemple, si Q de lambda x égale 0, on peut dire x1
x1, x2, bon. Je peux dire par exemple, imaginons que je dis déjà, j'ai x2 en fonction de x1 et x3, d'accord. Imaginons que je peux dire x1 égale 1. x1 égale 1, on est d'accord. Quand je peux le multiplier par lambda. Ou sinon, ce qu'on va faire, on va repartir. Imaginons que je cherche x1, x2, x3. Quelle solution? On peut considérer que la solution x1 sur x1, x2 sur x2, x3 sur x1 sont sans solution aussi. Les 3, on les divise par x1, c'est solution. Donc on va dire la solution 1, x2 sur x1, x3 sur x1, et solution aussi. Ce qu'on disait au départ, hein, quand on avait commencé le cours, le premier cours, c'était ce qu'on avait dit. De façon, et ça, c'est un des trucs les plus importants des lois de la physique. C'est ce qu'on trouve partout. C'est vraiment des rapports, c'est par relation. Donc quand c'est solution, on divise par x1, c'est solution, et c'est bien. Et c'est bien parce que c'est un truc comme ça qu'on cherche. Donc là, on va chercher un truc de solution comme ça. Et là, d'un coup, alors là, entre là-bas, là, si on divise tout par x1, si x1 égale 1, on va chercher x2 sur x1, et donc égal 1. Et donc le 1 et genre, le x2 sur x1 d'ailleurs, parce qu'on n'a pas envie d'avoir à nouveau une inconnue en plus. Le 1 x2 sur x1, x3 sur x2, on va appeler ça donc par exemple 1 alpha et θ. 1 alpha θ. Donc là on aura alpha, et donc égal à racine de 1 plus 9 θ au carré. Là, il y a le carré aussi. Carré. Hop. Sur 3. Ça, c'est notre espace solution qu'on cherche. On va chercher 1 alpha θ, tel que alpha au carré est égal à 1 plus 9. Tel que alpha au carré est égal à 1 plus 9 θ carré sur 3. Donc si on fixe 1, masse de l'électron par exemple, mu on peut faire n'importe quoi, on peut mettre n'importe quoi en fait. Alors, par contre θ il dépendra de mu. C'est étrange. Hein. Donc on peut trouver le θ, si on connaît E et mu, on trouve le taux, c'est pas taux, là c'est θ, mais là-bas c'est taux. Si on connaît... Alors c'est comme ça qu'ils ont trouvé, à la base de taux, ils disaient... Ils ont trouvé la masse de taux parce qu'ils sont partis de 1 et de alpha. Et ils en avaient 1 et 2, donc ils ont trouvé le troisième. Mais imaginons celui-là alors. On ne met pas ça, bon. Mais là c'était ce jour. Donc en fait, combien il y a de solutions c'est un cône, alors ça d'ailleurs, qu'est-ce que c'est comme espace solution dans le truc? Ça, x carré est égal à ça. Théoriquement, on est censé avoir une section de conique, on est censé avoir un cercle. Alors comment le voir x, y, z. Imaginons j'ai x, y et z. Imaginons on va dire z carré est égal à la racine de x plus y. Ou enfin, sinon on va faire y carré. Imaginons que je cherche y carré est égal à x carré plus z carré. Je peux considérer x plus y et puis... je peux considérer y carré égale constante. Imaginons que je prends une section de plan d'y, tous les y constants, d'accord. Imaginons y égale lambda. Dans ce cas-là, je cherche tous les x carré plus z carré égale lambda. X carré plus z carré égale lambda. C'est-à-dire que là je prends le truc qui est là, et là, je reporte ici. En gros, la distance qui est là, je la mets là. Il arrive ici, et je la mets là aussi, et il arrive là. Là, je trace un cercle, sauf que le cercle, je le reporte en haut. Hop. Et je le reporte comme ça, et donc c'est une conique. Parce que si on fait ça après toutes les distances, on aura bien une conique, on est d'accord. C'est bien une conique qu'on va obtenir. Là, j'ai juste fait la projection, mais sinon, ici au point là, c'est 0, parce que toute la distance. En gros, plus on monte en y, plus ça c'est large ici.
Mais la solution, ça reste un cercle. Ça, c'est pour un truc parfait avec 1, 1, 1. Nous, c'est pareil, sauf que ça sera une conique déformée. Parce que, en fait, qu'est-ce que c'est qu'une transformation, tout ça? C'est qu'on va tirer un vecteur, on va tordre un autre, on va tordre un autre, on va les tordre. Mais bon, si on fait ça une conique, on la tord, ça reste une conique. Donc, on va tordre une conique et on va avoir une nouvelle conique. C'est pour ça qu'on appelle ça le cône isotrope. Isotrope parce qu'en fait, ils ont la même direction à cause de ça. Quand tu en prends un, bah, tu les pars, paf, tu les... Et si on était en dimension 2, on aurait vraiment ce que... Et en dimension supérieure, bon, c'est probablement pareil, mais il faut comprendre que c'est des coniques, genre, les coniques en dimension supérieure, moi je ne les connais pas trop, alors j'ai pas envie de trop en parler là. Donc, mais je parle, voilà, enfin bon, je ne suis pas spécialiste des coniques en dimension n, mais c'est juste pour approcher l'idée. Là, on voit bien que c'est une conique. Alors, si on voit le truc 1 alpha θ, 1 alpha θ, on va dire alpha 1 alpha θ ici, là, on avait notre conique. Là, on va dire x, on le fixe à 1. Il est ici, le x, il est là. Là, c'est x qu'on a fixé à 1, c'est pas y. C'est vrai qu'on aurait pu fixer y, avoir x et y. Et si on fixe y, si on fixe 1, les autres sont... Imaginons que si on fixe x, la conique elle est quand même comme ça, parce que nous, elle est comme ça. Ça va le x2, ça va le y qui est comme ça. On va la redessiner pour voir clairement. On va la refaire le dessin. Alors, imaginons notre conique x, y, z. X, Y, Z. Alors x égale 1. C'est 1. Donc on va chercher un plan comme ça, qui coupe en 1. Le plan va couper comme ça. Déjà, ça c'est x égale 1. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? x2 égale x1 carré plus y9 cube sur 3. Dans ce cas-là, l'équation, c'est celle-là. x2 au carré est égal à 1 tiers de x1 au carré plus 9x cube au carré. x2 au carré, donc, c'est lui, là, ce qu'on avait tout à l'heure. On va dire y. Maintenant, on va les rappeler y au carré, qui est donc égal à 1 tiers de x au carré plus 9. Bon, on peut le mettre là maintenant. 3 z au carré. Dans ce truc x, y, z. Donc ça veut dire y au carré. Si on prend y au carré égale constante, là on fait un plan comme ça plutôt. Avec lambda. On va dire lambda carré ce coup-ci. C'est égal à 1 tiers, c'est 1 tiers de x au carré plus 3z carré. Alors, qu'est-ce que c'est que cette équation de truc là? 1 tiers de x au carré plus 3z carré. Ce que l'on cherche pour avoir une équation de plan dans x et z, c'est un truc qui est le x moins a au carré plus z moins b aussi, au carré est égal à, alors que je me rappelle, x au carré, c'est égal à le lambda qui est là. C'est le lambda qu'on cherche aussi, c'est lambda carré. Ça, c'est l'équation de cercle de centre AB. Donc, si on le développe, on obtiendra x au carré. Comme on dit, c'est que là, on a des facteurs 1x au cube. Je sais pas, on va taper ça dans Wolfram, voir ce qui me sort. Bon, franchement, je connais pas tout bien comme ça. C'est pas fait de maths, depuis 20 ans. Alors. On va taper ça dans Wolfram, il va me sortir la solution.
Alors, 1 tiers de x au carré plus 3z carré plus 3z carré moins y carré égale 0. Bon, c'est là que je voulais, non? C'était alors c'était là il a du mal avec ça. Infinite elliptique. Non mais c'est pas celui-là que je voulais. C'est 1 tiers de x au carré plus 3 y carré, on va le mettre, ce sera plus simple. Égale 2 par exemple. Qu'est-ce qui va me sortir? C'est une ellipse, ouais, c'est ça, c'est pas vraiment un rond. C'est ce que je me disais, ouais, parce que le truc. Donc ça c'est une ellipse. Ce qui nous sort en fait, il va nous sortir une ellipse. Par contre elle est centrée. Elle est centrée, mais ça serait une ellipse. Donc le truc qui va nous sortir, l'équation là du truc, là, lambda carré, il va nous sortir en fait, pour le voir, il faut faire le truc. Faut qu'on le même truc qu'on a fait là. On se dit x au carré, 1 tiers de x au carré est égal à lambda carré moins 3z carré. Donc on va dire 1 tiers de x, x est égal à racine de 3 lambda carré moins 3z carré en fonction de bon, plus ou moins, bon, les signes toutes ces conneries. Mais à la fin, on obtient une ellipse comme ça. Et pareil, et au lieu d'être un rond, on obtient l'ellipse. Et donc, après le truc qu'on obtiendra, c'est pas mieux dessiné qu'ici. Donc, on obtiendra pareil un truc qui sera elliptique, conique. Donc, une conique, mais avec un truc comme ça. Qui sera plus elliptique. Là, c'est circulaire. Donc, la différence, c'est que là, on a un cercle. Et de l'autre côté, on a une ellipse. C'est une ellipse aplatie, on va dire. Une ellipse aplatie, mais ça reste une ellipse. Et une ellipse aplatie, mais bien dirigée par contre comme ça, parce que le truc là, il lui bouge pas, enfin, je crois bien. Et donc la section qu'on aura en x, ce que l'on cherche c'est x égale 1. Si on prend x égale 1, le plan qu'on aura ce coup-ci là, par contre, la section qu'on aura, dans ce cas-là c'est une parabole. X égale 1, non c'est pas ça qu'on obtiendra. Si x égale 1, si c'est un plan. C'est une section de conique, donc une section de conique, ici c'est une parabole théoriquement. Théoriquement on obtient une parabole à la section conique. Hein. Après c'est une section de conique elliptique, alors je ne suis pas complètement sûr. Hein. Mais ça devrait être à peu près similaire. De toute façon une parabole, on la tord, on la déplace, c'est pareil. Hein. Alors, à la limite ça peut devenir une hyperbole, mais c'est pareil, ça restera une parabole. Alors, si on la tord comme ça, que ça peut devenir un cercle, ouais, dans ce cas-là, de toute façon, ouais, c'est ça. Donc, ce qu'on obtiendra, c'est une section de... En gros, il faut voir, je vais redessiner une nouvelle fois parce que c'est pas très clair. Le truc qu'on a, ça, on a un truc comme ça. Hop. Donc ça c'est l'axe des x, y et z. Ça c'est la section. On prend un truc, on va faire x égale 1. Ça nous fait un truc comme ça. Et ça, on va faire une section donc par un plan. Donc on obtiendra une section comme ça. Et la section qu'on aura, c'est bien une parabole. Et la parabole, l'équation, ben, c'est quoi l'équation de la parabole? En dimension 2, c'est facile, en dimension 3, je ne me rappelle plus, mais ça devrait donner un truc. Donc, on peut considérer que l'espace solution, bah, c'est une quadratique, eh ben, c'est pas étonnant. Hein. Et pour x égale 1, dans ce cas, bon, on prend le 1. Les autres, après, si on prend 1, ils étaient où ces cons? Ils étaient là. Parce que des fois, je me mélange, alors c'est simple à dire. C'est placé où cette bêtise? X est carré, sinon on l'aurait écrit, hein, parce que bon, là, c'est pas clair. Celui-là, on va le mettre là.
Ça fait beaucoup de papier pour pas grand chose. Hein. Hop, Machado à votre nothing. Ça veut dire beaucoup de bruit pour rien. Moi j'ai toujours cru que ça voulait dire beaucoup d'ados pour pas grand chose. Et je me suis dit que. Alors j'ai jamais que ça, mais jamais le mot. Quand tu te dis que ça veut dire beaucoup d'ados pour pas grand chose, tu dis c'est rigolo quand ils ont de l'humour les Anglais. Et là tu te dis que Shakespeare, quand il dit Machado à votre nothing, je crois que c'est de lui. Hein. Je crois que c'est. Mais je suis pas très sûr parce que je suis nul en toutes ces bêtises. Alors regardez tout de suite là, avant de dire des conneries. Machado à votre nothing. Alors. Machado, pour voir si je dis pas de bêtises, c'est Ben Shakespeare, en 1600. En 1600, il avait déjà de l'humour, hein. Il faisait des jeux de mots à propos des Français. Hein. Beaucoup d'ados pour pas grand chose. Hein. Moi je suis d'accord, Machado about nothing. Alors, c'est même pas pour pas grand chose, c'est Machado about nothing. Beaucoup about nothing, je vais se traduire. Et le pire c'est que c'est méchant avec les ados, mais alors quoi? Moi je trouve que les ados ça va quand même. Hein. Je sais pas. Les ados que. Les ados, bon. Il y en a plein, ils sont très bien. Hein. Mais après, s'il y en a plein qui valent pas grand chose, ils peuvent pas grand chose. Voilà. Et comment dire? Much ado about nothing. Non, parce que je pense surtout aux ados de mon époque, de quand j'étais jeune. Je sais plus. Alors que j'étais gentil la plupart en plus. Hein. La plupart étaient très gentils, mais quand tu y repenses, tu dis purée. Et c'est pas les ados de maintenant, je les connais pas, je pense qu'ils sont très bien, hein. C'est des ados très bien, je pense. C'est pas eux que je veux juger. Hein. Franchement, j'ai pas envie de juger les ados de maintenant, je pense que c'est même c'est peut-être les meilleurs ados qu'on ait eu depuis longtemps. Hein. C'est peut-être les seuls rares ados qui disent putain, on peut leur dire putain, ils ont bien du courage ces ados-là, hein. Affronter toutes ces conneries. Eux ils ont bien du courage, mais quand même pour eux ça reste une époque assez étrange. Où ils sont pas, d'ailleurs, c'est pas stupide comme âge, l'adolescence. C'est pas l'âge bête, comme on dit. Hein. C'est pas vraiment un âge où on est bête, c'est pas tellement ça. Mais c'est quand même un âge étrange, où d'un côté on est protégé, pas vraiment parce qu'on est mineur. On est mineur, donc on n'est pas vraiment protégé par la loi, on est protégé par nos parents, mais c'est un âge où on n'est pas vraiment, genre, où on n'est pas considéré comme citoyen, hein, autant le dire la vérité. C'est un âge où on est mineur, donc on est considéré comme rien du tout. Et pourtant, où on peut rencontrer mais, que des problèmes, mais tout le temps. On rencontre que ça, quoi, qu'on est ado. Qu'une ribambelle de problèmes sans fin. Alors même qu'on n'a aucun droit de citoyen, finalement, on n'en a pas vu qu'on n'est pas majeur. Donc, on n'a quasiment aucun droit, on n'a même pas le droit on n'a rien le droit. On a juste le droit d'obéir, on doit obéir. Quand on est ado, le seul droit qu'on a, c'est obéissance. Alors qu'on est confronté à un complot de gros fous. Qui veulent à tout prix nous avoir. Et donc oui, c'est un âge, je dirais pas qui est bête, c'est un âge qui est risqué, quoi. C'est un âge risqué, quoi. Bon, alors, on en est où? Ça, c'est... on voulait repartir là-dessus, on dit c'est celle-là qu'on avait, non? C'est ça? Non, alpha, voilà. Alpha est égal à... voilà, c'est ça. Alpha carré est égal à la racine de 1 plus 9 θ carré. On va dire que celle-là, c'est peut-être celle-là. Hein. Sauf pourquoi c'est un carré? Non, bah justement. Le carré, il n'est pas bon, il fallait pas rajouter. C'est ça qui n'allait pas. Donc on va dire alpha carré est égal à... c'est ça, hein. On avait mis 1 ici, 1 tiers. C'est n'importe quoi ce que j'écris là. Non, il y a 1 tiers. 1 tiers plus 3 θ carré, voilà. Ça c'est une formule de parabole, on pourrait se dire. Probablement. Est-ce que ça c'est une formule de parabole? X au carré. Ah bon, on va lui demander à Wolfram. Ça se fait, il va nous dire que c'est une ellipse aussi. Ah, ça peut être aussi une ellipse, une coupe de conique. Hein. Ah bah Wolfram il va nous le dire tout de suite parce qu'on va pas réfléchir. Si vous voulez poser des questions comme ça, vous allez la Wolfram alpha. Alors, x au carré est égal à 1 tiers plus 3y carré. X au carré égale 1 tiers plus 3, 1 tiers plus 3y carré. Je crois qu'il va sortir parabole pour cette connerie théoriquement. Mais on verra bien. X au carré et hyperbole. Ah, c'est une hyperbole qui nous sort. X au carré égale 1 tiers plus y carré. Alors la différence entre l'hyperbole et la parabole,
Ah non, c'est qu'il me manque un 3 quand même. J'ai oublié 3. Mais la différence, bon, c'est une question de bon. Il y en a un qui est un peu exceptionnel, l'autre pas. Là, c'est une hyperbole aussi. 1 tiers plus 3y carré. X au carré est égal à 1 tiers plus 3y. Bon, je crois qu'il nous sort une hyperbole. C'est normal en même temps qu'il y ait une hyperbole. Hein. Vu que le x est égal à 1, on a pris un truc comme ça donne une hyperbole. Moi, je pensais parabole, mais bien sûr que c'est une hyperbole. Vu que l'hyperbole, le truc, c'est qu'il y en a deux. Il y en a un des deux côtés. Alors que si on avait un angle comme ça, on aurait une parabole. Donc c'est normal qu'on ait une hyperbole. C'est normal parce que vu qu'on est un penté comme ça, on a une conique, elle est comme ça. Si l'angle, il est comme ça, pratiquement la conique, elle est comme ça, et ça coupe des deux côtés. Donc c'est normal, c'est une hyperbole. J'aurais dû y penser, mais je révise en même temps que vous. Donc la conséquence qu'on a, c'est une hyperbole. Et donc l'hyperbole, ça signifie quoi? Ça signifie que si on en fixe un ME, qu'on en fixe un autre, le deuxième, le troisième, on l'a de manière hyperbolique. En sachant que hyperbole, parabole, c'est vraiment pas des choses bien différentes. C'est vraiment une question de pente dans la conique, pareil que l'ellipse. Et tout ça d'ailleurs, c'est lié, on le sait, à la gravité, mais comme les quadratiques, c'est lié à quoi donc aux lois de Newton. On sait que les lois de Newton, ce qu'on a, c'est les orbites, c'est ellipse, parabole ou hyperbole qu'on en trouve. Ah ben nos trois particules, elles sont en orbite hyperbolique. Hein. Si ce truc-là est vrai, pour x mu xt, ce qui est assez simple à voir, bien entendu, quand ils se disent qu'ils se demandent pourquoi cette relation serait vraie, ils se demandent pourquoi ça serait vrai, ils ne se demandent pas pourquoi. Ils n'attendaient pas à ça comme solution, parce que ça, ils le savent déjà, enfin je pense. S'ils se demandent pourquoi c'est ça comme solution, ça c'est un autre problème. C'est comme pourquoi le ciel est bleu. Hein. La question n'est pas de savoir, ouais, il est bleu parce qu'il est bleu, non. Et donc, ça c'est la solution, on va dire, en dimension 3. Ben, en dimension n, bon, on peut faire pareil. Et donc, moi ce que j'aime bien, c'est partir de cette idée-là, que ce truc-là, quand même, on peut le voir quand même, donc comme une liaison, quand même, bien que ce soit une liaison simple, hyperbolique, qu'on peut voir, c'est également, ça peut faire penser à d'autres types de liaisons. Et c'est pour ça que moi j'étais parti dans les pyramides, et on verra donc, pour voir si c'est utile ou pas. Et donc c'est le point de vue. Après, qu'est-ce qu'on avait d'autre pour la loi en dimension n ou pas. Là, on va vérifier si on peut trouver les bonnes valeurs par l'équation hyperbolique. Donc, imaginons x au carré est égal à 1 quart plus 3x plus 3y carré. T'as ME, masse électron. Bon, on va aller chercher là. Masse électron. Maple, il est passé où le con? Parce que j'ai Maple aussi. Alors, hop. Moi, je suis un peu fatigué, excusez-moi. Alors. Alors. Non, c'était pas ça. Je sais plus où l'on était dans ce truc-là, franchement. Je cherchais. Là, j'ai E, mu et T. Voilà, elles sont rentrées ici les valeurs. Paf, c'est quand même plus simple. Je vais prendre ces valeurs-là. Je les copie. Copier. Je fais nouveau. Une feuille de travail. Je les colle ici. Je fais coller P. Alors, imaginons que je fais E. E égale 1. Je vais faire E sur mu. Non, mu sur E. U sur E. Alors, là, j'ai fait E, mu, U, T. U sur E et T sur E. Et après, je prends la racine carrée, donc, égale puissance, mu sur E. Donc, mu sur E, j'obtiens 206 et T sur E, 3477. Imaginons, mu sur E, je prends la puissance, racine de 2, hop. C'est 14,37. Et le deuxième, T sur E, puissance, je ne sais pas si vous me voyez à l'écran, mais ce n'est pas encore la fin des temps. Hein. Puissance 1,5, hop, et j'obtiens 58,96. Alors après, donc, imaginons j'ai 1.
imaginons, là je vais écrire donc ME est égal à 0,510, un truc comme ça c'est la masse de l'électron. Mu qui est égal donc à environ 103 je crois, ou quelque chose comme ça, et MT qui est donc égal à 1778, un truc comme ça. Si je dis, on met tout sur un, donc tout sur ME, donc on va faire ME sur ME, MU sur ME, et MT sur ME. Ben, le premier on obtient donc 1, le deuxième on obtient donc 206, le troisième 3477, et maintenant on va prendre les racines carrées, et donc on obtiendra 1, racine carrée de MU sur ME, on obtient donc 14,37, le racine carrée de MT sur ME, on obtiendra donc, combien 58,9. Et donc on va vérifier si ces trucs-là, ça vérifie les équations qui sont là. Alors, une équation quadratique. Et même on va essayer de trouver le troisième. Donc on va faire avec, donc on avait écrit, c'est quoi l'équation x au carré est égal à 1 tiers de x1 carré plus 9x cube carré. Alors, x1 au carré. x1 au carré. Ben, c'est le 1, ben non, c'est lequel? C'est celui qui vaut 1. Ouais. 9x cube. 9x cube, on s'en fout. C'est lequel qu'on cherche? Ben, déjà, on va vérifier s'il y a une égalité. Hein. Sinon, on va essayer d'obtenir le troisième. Non, on va dire, ça c'est x1. Lui, on va l'appeler x2. Ouais. Lui, je vais l'appeler x2. x2 de poids égal, pam. x3. Excusez-moi, je suis sur Maple. J'aimerais vous montrer, mais peut-être que je n'ai pas cadré comme il faut. Ouais, c'est pas grave si vous ne voyez pas. x3, donc on va dire x3 au cube. x3 au carré. x3 au carré. Ah, il ne fait pas comme ça, il ne prend pas le carré, ce qu'on appelle. Je vais le taper hein, manuellement. Hop. Ouais, je suis un loser. Hein. Je vais faire encore des genres de trucs d'enfants, mon âge, je suis d'accord. Mais c'est pas parce que je fais ce genre de trucs d'enfants, bon. 9, ah oui, ben autant le faire directement comme ça. Hein. Et hop. C'est vrai parce que je fais des genres de trucs d'enfants que bon. Qu'il faut me jeter les cailloux, je veux dire. On n'est pas tous des bons dans ce monde. On n'est pas tous des caleurs. Certains sont des losers. Moi, je suis une sorte de loser, mais j'en ai pas forcément honte dans le sens où 3x cube, 3.x cube plus 1, c'est ça, non? Merde. Je sais plus ce que je fais, excusez-moi, je tape pas bien. Oh là là. Plus 1, 3x cube. C'est ça, plus 1 tiers. Plus 1 tiers. Et ça, on obtient 1 4, 3. X au carré, l'autre on obtient x2 au carré. J'obtiens pas ça du tout. Hein. Un truc qui va pas. Pourtant j'ai bien fait les bons trucs alors. Alors x1 au carré, x2, x3, x2, 206, x2 au carré, 206, x3 au carré, x3 au carré, 3 plus 1 x2 au carré. Bon, il y a un truc qui va pas, parce que moi j'obtiens pas le bon truc là. Alors, x3 au carré, x3, f9, 3x. Ah, il manque 3 là, dans x3 au carré, non? Je suis pas très sûr. Donc il y a un truc qui va pas. Déjà, tout de suite, il y a un truc qui va pas. Vous allez me dire pourquoi? Moi je vais vous répondre pourquoi il y a un truc qui va pas. C'est parce qu'on a fait un changement de variable, et oui. On a quand même fait un changement de variable. C'est la vraie raison. On avait fait un changement de variable qui aboutit à ça. Et oui, et oui, et oui. Et le changement de variable est ici. Ici, là, oui. C'est pour ça que j'y arrive pas. Alors, le changement de variable, ME, Une fois qu'on était parti de ME, MU, bah, on va essayer de le faire bien.
Ah, qu'est-ce qui signifie là, changement de variable? Alors, ce changement, je veux dire, ça a pris ça, mais on pourrait prendre autre chose. C'est que c'est dans ça, c'est ouais, c'est ça que j'aime bien. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop dans quel sens dire. Bon, en tout cas, vous voyez l'idée. Hein. Avec ça, avec ces valeurs-là, on a bien une liaison, mais il faut faire le changement de variable qui est là pour obtenir le truc, pour obtenir la conique. Après, ce que ça signifie, moi, je ne sais pas quoi vous dire. Hein. Je ne sais pas. Je ne suis pas physicien des particules. Hein. C'est quand même un problème assez simple à comprendre, à conceptualiser mathématiquement, c'est simple. À savoir, est-ce que c'est... ah oui. Moi je vais lier ça à une pyramide, parce que je vais toujours tout lier à une pyramide, tout le temps. Dès que je peux, je lie ça à une pyramide. Pyramide multiplicative. Donc on va repartir là-dessus. Alors imaginons notre liaison. On va pas faire un truc très long aujourd'hui. Hein. Alors, imaginons une pyramide de 3 dimensions. Imaginons, j'ai 3 dimensions, on va dire base BE, et E, la base BMU, et la base BT. Mais taux. BMU, B électron, B muon et B taux. Électron, muon, taux. J'ai 3. Là, ça multiplie par électron, là par mu, là par taux. Donc, j'ai cette base. De l'autre côté, j'ai l'hyperplan. La base que j'utilise là, j'ai également cette transformation. C'est un changement de variable de base. Qu'est-ce qu'un changement de variable? Un espace vectoriel, un changement de variable, c'est ce qu'on a dit. Hein. C'est une déformation. Je prends un vecteur, je tire, l'autre je tire, l'autre je tire, et je fais en sorte que je ne les aplatisse pas tous. Quoi. Si y en a un, je le tire, mais je l'aplatis là, paf, on passe de 3 dimensions à 2 dimensions. Donc pour faire un changement de variable de 3 dimensions à 3 dimensions, on tourne les 3 vecteurs. On tourne 3 vecteurs, et à la fin, on a notre truc qui est tout tordu. C'est ça qu'on a fait. Et donc au lieu d'avoir un truc comme ça, si j'ai un truc qui est comme ça, donc, par exemple mes briques qui sont comme ça, hop, les trucs qui sont comme ça. Là, à la fin, ça marche toujours. C'est toujours linéaire. Ce qu'on fait, c'est un truc comme ça. Donc là, on le redresse, bam. On a fait notre changement de variable. Mais notre pyramide, bon... pas qu'on vérifie. Hein. Alors, x2, xmu, xt. Qu'est-ce que c'est qu'un changement de variable dans une pyramide? On pourrait se demander. Ah, ça c'est... alors, changement de variable dans une pyramide. J'ai beaucoup de papier pour rien, on est d'accord. On va le faire déjà en demi-son 2 pour le voir. Imaginons, j'ai x... j'ai 2 dimensions, B1, B2. Et donc, j'ai l'ensemble des B1 puissance I, B2 puissance J, IJ qui appartient à Z. Le même problème. Après, j'ai B1. Et cet ensemble-là, qu'on définit de l'autre côté, on peut le définir comme l'ensemble des IJ. On est d'accord? Et des IJ. Et de l'autre côté, on aura un espace vectoriel E de base B1, de ce que l'on voudra, quoi. Ouais, ben, pas de base E1, E2, bon, on va dire. E1, E2. Imaginons le B1, B2, là. X, ce que l'on a, c'est un changement de variable, on va dire. Imaginons, j'ai un changement de variable B grand B1, qui est égal, on va dire, à A1 B1 plus A2 B2. T'as l'espace vectoriel ce coup-ci. Hein. Donc on va dire la base de l'espace vectoriel, on va dire comme c'est B1 B2. Hein. On va dire E1 2. A1 B1 A2 B2. Et là la base B2, on va dire c'est égal à là c'est A1 d'ailleurs. C'est A2 B1 et A2 B2. Donc avant on avait un espace vectoriel, on va dire
C'est diviser un truc comme ça. Et on va dire B1 est égal à A1 B1 plus A2 B2. Donc on prend le vecteur A1. Là on va prendre, comment dire, A1 B1. On va dire là c'est 1, on va dire. A1 B1. On va prendre A1 ici. Et on va prendre A1 ici, là aussi. Pourquoi j'ai mis A1? Non, là c'est A1, 1, voilà, et A1, 2. Et là c'est A2, 1 et A2, 2. D'accord. Là c'est A1, 1. Et là on va prendre... En gros, ce qu'on va prendre, ça va prendre un point A1, 1. On va prendre un point ici, là. Alors comme coordonnée A1, 1 et A1, 2. Ce point, on va l'appeler le changement de base, on va l'appeler alpha B1. C'est le point là, et il sera quelque part dans le plan, c'est un vecteur là. Un vecteur A1, 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 2. Et pareil pour B2, on aura un vecteur là, style un truc comme ça. Et donc on aura un vecteur comme ça, pomme, et un vecteur comme ça. Et on ne sera pas forcément orthonormé. Hein. Donc on passera de ce vecteur-là à ce vecteur-là, qui est plutôt ici comme ça. On va le déformer comme ça, pam. C'est ça qu'on fait. Et quand on fait un truc comme ça, alors un point qui sera déterminé. Un point de l'espace, il y a un point. Quand on prend un point x, y, c'est égal à x b1 plus y b2. C'est ça que ça signifie. Un point de l'espace x, y, plutôt x, y d'ailleurs. C'est comme ça qu'on l'écrit, est égal à x b1 plus y b2. Avec b1 qui est égal à 1, 0 et b2 qui est égal à 0, 1. x1 plus yb2, c'est xy. De l'autre côté, on a xy qui va s'écrire x b1 plus y b2 avec le grand x, le grand b. Là. On va chercher x en fonction de y. Tout ça, bon, on l'aura. Hein. On l'aura. Si on cherche x en fonction de tout ça, on obtiendra x b1, x a1, 1 b1 plus A1, 2, B2, plus Y, pareil, 1, B1. Et on obtiendra donc X A1, 1, plus Y A2, 1, B1, plus, de la même manière, X A1, 2, plus y a2, 2 plus non c'est bien x a2 a1 2 plus y a2 2 b2 avec b2 c'est les bases donc x y donc on est x à y donc c'est qu'on est dans la base truc mais c'est pas tellement ce qu'on cherchait, ce qu'on va chercher c'est x et y en fait bon c'est pas grave bon là j'ai x, y dans la base B1, B2. Il fallait faire le même mais en sens inverse. Excusez-moi, bon, on va le refaire. Ben, sinon, bon, vous faites le même en sens inverse. Eh ben, comment on fait le même en sens inverse, vous allez me dire on fait le même en sens inverse. Mais bon, tout ça pour dire que x, y, bon, on aura ces coordonnées. On va les faire quand même. Que ce soit, sinon, on va se mélanger. Ce que l'on veut, c'est x à la base, x en fonction de x, y. Ok, donc on va plutôt x, y, b1. Donc ce qu'il faut faire, c'est plutôt là, ça. Bon, maintenant on a ça, on continue là-dessus. On va dire x est égal à x a1, 1 plus y a2, 1. Et y, je ne suis pas certain d'avoir pris le chemin le plus court, mais bon. A2, 1 plus y a2, 2. On a un système donc de deux équations. A, combien est connu? X, Y, là c'est X, Y.
On va dire, ça c'est les coefficients qu'on connaît. A11, A21, A21, A22. Donc qui est égal à une matrice A1, 1, A21, A21, A22. Bon, c'est la matrice de passage, hein, enfin X et Y, bon c'est le classique. Hein. Je vous fais tous les trucs, bon ben ok. Et, bon allez, on va pas se faire chier là-dessus. Et donc, à la fin, ce que l'on souhaite, pour revenir, on a notre BI BJ. B1 puissance I, B2 puissance J, I, J, appartient à Z. Là, qu'est-ce que ça nous donne? B1 puissance I, B2 puissance J, ça nous donne un vecteur IJ dans la base de l'espace vectoriel de B1, B2. Donc on a I fois B1 plus J fois B2. Allez, d'accord. Et donc on a IJ là, c'est celui-là, le X et Y, c'est le premier. Et là c'est le deuxième. Et A1, 2, A2, 1, bon ça c'est notre déformation. Hein. Donc on aura IJ, qui est donc égal à A1, 1, A1, 2, non A2, 1, A... Alors c'est pas ça, moi c'est A1, 2, hein. Je n'ai pas mis des bons indices. Hein. Et fois alpha et bêta. La question se pose, alpha, bêta, qu'est-ce qu'on obtiendra? Et là, qu'est-ce qu'on mettra? Là, si c'est que des rationnels, qu'on fait là, si là on met que des rationnels, là c'est que, en fait, on n'aura pas des entiers, mais on aura des rationnels, c'est ce qu'il faut se dire. Enfin, faut l'espérer. Et est-ce qu'on peut avoir autre chose que des rationnels? Est-ce qu'on peut démontrer que c'est un rationnel? Alpha rationnel, et I alpha, bon, on va essayer de voir ça tout de suite. Alors, on a fait ça dans ce sens-là, x est égal à... comment on va faire tout de suite? On va mettre A1, 1, mettre x. On va partir là-dessus, là. C'est-à-dire i est égal à... On va l'écrire comme ça, A11.alpha plus A12.bêta. Là, j'ai mis 1, 2, finalement, et 2, 1 ici. Ça me paraît plus naturel. On fait un truc comme ça, donc on va dire qu'est-ce qu'on connaît. Lui on le connaît, lui on le connaît, lui on le connaît, on le connaît, on connaît cela, cela on les connaît. On change alpha, bêta, alpha, bêta. C'est plus compliqué. Hein. Donc on va dire, bon, on va dire ils sont non nuls. Hein. C'est con, mais il faut quand même le faire tôt ou tard, dire qu'ils sont non nuls. On va dire alpha qui est donc égal à i moins A12.bêta sur 11. Ça c'est le premier. Hein. Bon, si A11 est nul, A11 est nul, dans ce cas-là, c'est I est égal à I est égal à A2B. Hein. Excusez-moi, j'écris des fautes de mouche, mais I égale ça si c'est nul. Et dans ce cas-là, bêta est égal à I sur A12. En tout cas, c'est rationnel. Bêta serait rationnel si ça c'est nul, bêta est rationnel. Si A1, 2 est rationnel, bêta est rationnel, c'est le truc qui est nul. Si c'est pas nul, on obtient un truc comme ça. On a alpha en fonction de bêta. Et après, le second qu'on a, c'est J. J est égal pareil, on fait la même chose. Alpha est égal à J moins A.2.bêta. De la même manière, les conditions de nullité, de rationalité ou pas. Donc ça égale ça. Et après, on a ça égale ça, donc. On est d'accord, hein? On a alpha égale alpha.
On a deux cas parce qu'il y en a un qui est. Donc on a soit ça égale ça, soit ça égale un truc comme ça. Déjà on va traiter ça comme ça. Pam, ça égale ça. Multiplie par A1, A2, A2, hop, on obtient. C'est quoi? C'est un A2, 1. Là c'est un 1, 1, 1, ok. A2, 1, I. A2, 1, I moins A2, 1 point A1, 2 point bêta. Ça on multiplie par ça est égal à A1, 1, J point A1, 1 point A2, 2 point bêta. Donc là, on voit que bêta, on va pouvoir l'écrire en fonction de pam pam, on fait passer les bêta, et bêta sera rationnel. Et de l'autre côté, bêta sera rationnel aussi. Et donc bêta sera rationnel, alpha sera rationnel. Donc si là on a des entiers, là c'est des rationnels. On va me dire des rationnels, c'est pas des nombres appartenant à Z. Ouais, c'est sûr, ouais. C'est sûr. Et tu multiplies par un lambda ici. Si tu multiplies, imaginons t'as. Imaginons que tu as une pyramide de façon l'ensemble des B1 puissance c'est pas tellement de façon de savoir c'est une transformation ça. Il fallait l'écrire proprement alors. Bon, imaginons l'ensemble des B1 puissance alpha, B2 puissance bêta avec alpha, bêta appartenant à Q aussi. Alpha, bêta appartenant à Q, B1 puissance alpha, B2 puissance bêta. Alpha, bêta puissance. À quoi ça correspond exactement? Ce sera par exemple, si on prend 2 et 3, c'est l'ensemble des deux puissances P sur Q, 3 puissance K sur L. Avec P sur Q, K sur L, qui appartiennent à Z. On aura donc un ensemble de 2 puissance P4, 2 puissance P, 3 puissance K, sur 2 puissance Q, 3 puissance L. C'est vraiment ça qu'on aurait? Non, c'est pas ça. Ce qu'on aurait, c'est un ensemble de 2 puissance P, racine Qn de 2 puissance P, et 3 puissance K, racine Ln de 3 puissance K. C'est un peu comme ça. Racine de puissance Ln, ça c'est la racine Qm, racine Ln. Ouais, non, hein, c'est particulier après. Hein. Peut-être qu'il faudrait mieux quand même que notre alpha bêta là-bas, ça soit un rationnel aussi, un nombre entier aussi. Donc quelles sont les solutions entières de ce genre de problème dans ce cas-là? Parce que c'est clair que là, genre de truc, ouais, bon, non. C'est quand même pas exactement pareil, c'est pas exactement le même problème. Les pyramides avec les nombres rationnels, c'est pas exactement pareil. Imaginons I, J. Donc ce que l'on veut, c'est un cas où c'est entier. Est-ce que ça peut forcément donner un entier? Alors, la question, je fixe IJ. Je fixe A1, A2, A21, A22. Est-ce que alpha est forcément entier, bêta est forcément entier? Et c'est quoi alpha? Quel que soit I et J. Le mieux, c'est que j'écris I en fonction de... Alors, I est égal à A 11 alpha, A1 de bêta. J est égal à A2 alpha, A2 de bêta. Oui. Donc, ce qu'il veut, c'est que si on incrémente I de 1, I plus 1, I égale donc A1, 1 alpha, plus A1... Là, on passe tout de suite à Bézou, à nouveau. Et I égale A1 alpha et A1 de bêta. Et ce que je veux, c'est que cette relation... I en fait, I peuvent être variables et alpha et bêta aussi. Et dans Z. Alors, imaginons j'ai I plus 1 alors. Alors là j'ai A1, 1 fois on va dire alpha 2 plus A1, 2 point bêta 2.
avec alpha 2 appartient à z et bêta 2 appartient à z. Donc on aura un paragraphe est égal à A11 alpha plus R plus A12 bêta plus Q par exemple. Et on peut faire un truc comme ça. Donc A12 alpha 1 alpha, là c'est I. Et I on a donc on aura 1 qui est égal à R A11 plus Q A12. Ça c'est 1. Alors ça c'est possible qu'il existe toujours un R et un Q tel que 1 est égal à AR11 plus QA12 si A1 et A12 sont premiers entre eux. Donc cette transformation-là donnera alpha bêta qui appartient à Z si A11 et A12 sont premiers entre eux. Et pareil pour A21 et A22. Il faudrait donc qu'ils soient premiers entre eux, et alors on aura une solution possible dans Z. Si on en a au moins un déjà de alpha bêta qui sort. Ouais. Ouais, si, ouais, c'est possible. Ouais. On peut trouver alpha bêta. On pourra toujours trouver des solutions internes qui conviennent. Telles que, ok. S'ils ne sont pas premiers entre eux. On va étudier ça. Mais on va étudier le cas tout de suite alors. S'ils ne sont pas premiers entre eux. Imaginons une pyramide A11, A12, A21, A22. Ils appartiennent à Z aussi. Mais ils ne sont pas premiers entre eux. Donc on va dire A11, A12. Celui-là, on va dire c'est égal à... on va remettre P, parce qu'il a déjà utilisé avant, mais c'est pas grave. On va mettre P, on va dire c'est un nombre premier. Et, ou c'est un irréductible. Pas forcément premier, mais c'est un irréductible. A22. Lui, c'est un Q. C'est-à-dire que P il divise ça, et P il divise ça, Q il divise ça, et Q il divise ça. C'est ça que ça signifie. Hein. Alors. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on avait? On avait alpha bêta. Et là, on a IJ. Donc pour tout IJ appartient à Z, on veut, de l'autre côté, pour mettre un alpha bêta appartenant à Z. On a un truc à... Donc, A11, A2, A2 égale P. A21, A22 égale Q. Alors on va dire déjà pour A1, 2, P, il existera toujours UV tel que U A11 plus V A12 qui est égal à P. On va l'appeler UP et VP. De côté, il sera UQ A21 plus VQ A22 qui est égal à Q. C'est P et Q. Ça c'est Bézout pour celui-là, Bézout pour celui-là. Bézout 1, Bézout 2. UP A11 VP B. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que l'on veut 1. Là on va au moins que ça tombe sur 1, d'ailleurs au moins une fois. Donc on va dire, hop, UP sur P A11 plus VP sur P A12 égale 1. Donc quoi, il y a UQ sur Q A21 plus VQ sur Q A22 égale 1. Mais là, UP sur P, c'est un nombre rationnel, lui. C'est pas un nombre entier. Et lui aussi. Alors, ces deux rationnels, UP sur P et VP sur P, vont pouvoir générer le 1 qui est là. Et là, UQ sur Q et VQ sur Q vont pouvoir générer le 1 qui est ici. Si on voulait mettre un 1 ici. Et de là, celui-là et celui-là et celui-là, ben, c'est pas les mêmes. Pas les mêmes. D'accord.
Et là, imaginons que ce soit les mêmes. Imaginons P égale Q. Si P égale Q, on va prendre l'ensemble des alpha qui est donc égal à UP sur P, qui est donc égal à UQ sur Q, qui donne ça vaut pas, hein. Peut-être qu'on va pas faire P égale Q, attendez. Le problème là, EQ sur Q. C'est pas les mêmes UP et Q d'ailleurs, ouais, c'est vrai. P. C'est égal à UP sur Q. Bêta. On va poser alpha est égal à UP sur P qui est égal à UP sur Q parce que P égale Q. Ça veut dire alpha 1. Bêta 1. On va dire c'est U, c'est égal à VP sur P qui est égal à VP sur Q. C'est bêta. Après on a comme alpha 2, bêta 2. Alpha 2, on va dire c'est égal à UQ sur P, donc qui est égal à UQ sur Q. Ça c'est VQ et Q. Parce que VP et VQ, on ne sait pas si c'est très gros. P égale Q. Alors, UP. On pourrait prendre après, UP sur P, là il parle là, dans le ciel, vous avez entendu, là, on a mis Adolf Hitler dans le ciel, ça craint quand même. Alors, ils doivent s'emmerder quand même dans son ciel. Hein. C'est un boulet, il fait semblant qu'il est utile alors qu'il n'a jamais été utile. Le seul truc qui sert, c'est d'être un boulet, parce que vous savez à quoi ça sert un boulet? Quand on met les gens en prison, on leur met des boulets. Voilà, et c'est un boulet, ça sera toujours un boulet, il aura toujours été un boulet, il sera toujours qu'un boulet. Ah, c'est un boulet de prison. Hein. Alors, c'est pour ça que ouais, j'ai la galère pour moi depuis un petit moment. J'ai un boulet de prison. Alors, UP sur Q. Alors, on en est où exactement là? Il vient de me déconcentrer, je suis en train de perdre 5 minutes. UP sur P, VP sur P. Alors, c'est égal à 1. Donc, on va dire alpha 1. Alpha 1 à 1, 1 plus alpha 2 à 1, 2 égale 1. Ça au moins, c'est déjà bien. Sauf que c'est pas alpha 2, là, c'est bêta 1. C'est pas grave. Bêta 1 égale 1. Alpha 1 à 1 plus bêta 1 à 1, 2 est égal à 1. Ce qui fait qu'après, plus tard, si on veut faire K alpha 1 à 1 plus K bêta 1 à 1, 2, on obtiendra K. On obtiendra K. On obtiendra K. De l'autre côté, si... donc si je prends alpha 1, bêta 1, que je multiplie par la matrice, j'obtiens 1 ici, 1. Et de l'autre côté, j'obtiens alpha 1, A2, 1, alpha plus alpha plus bêta 1, A2, 2. Et ce nombre-là, ça ne vaut pas K, ça ne vaut pas J, ça vaudra un truc de rationnel qui est égal donc à R1 sur R2 par exemple. Et c'est pas ce que l'on veut. Alors, par contre, où j'en étais, j'avais quand même posé P est égal à Q, ça doit me servir à quelque chose quand même. Au moins ça, et je sais même pas si forcément, alors, B1, A2, Ouais, bon, on pourrait faire ça plus simplement, je m'en doute bien. Mais une nouvelle fois, j'en pense ces chemins-là, c'est des chemins comme les autres
Non, 1, 2, 2, 3, A1, alpha 1, alpha 1, bêta 1, 1. Là, j'ai alpha 1, 1 plus bêta 1, 2 égale 1. Il faut le comprendre ce que ça signifie. Hein. Ça, c'est des entiers. A1, A2. B1, alpha 1, bêta 1 égale 1. Mais là, alpha 1, c'est égal à UP sur P. C'est ça qu'il faut voir. Donc, si on reprend notre truc ici, là, il faut comprendre que c'est une équivalence, mais où c'est-à-dire que si ça peut se faire dans les deux sens. Hein. Alors, UP A1 plus VP A12 égale P. Bon, ben voilà, ça sera le prochain cours, parce que là j'ai un peu la flemme, c'est quoi cette potable. Donc le prochain cours, on fera ça, on fera les réductions de Bézout, là, voir ce qu'on peut faire. Et on essaiera de voir comment on peut suivre ce genre de problème. Et donc on attaquera le prochain coup les histoires de Bézout et les Bézout qui s'appliquent à nos matrices, comme ça, voilà. On fera ça la prochaine fois. Allez, à plus tard.